Je ne devrais pas parler de cela. Vraiment, je ne devrais pas. Mais après d'acceptant dans cette maison, après avoir vu les murs respirer sous le poids des secrets, je ne peux plus rester silencieuse. Je suis gouvernante, c'est mon métier de voir. De remarquer, de comprendre ce que les autres veulent cacher. Moi, j'étais celle qui savait tout. Madame avait une habitude étrange. Chaque matin, à septembre, elle descendait l'escalier comme si elle portait le poids du monde. Elle se préparait pour le travail, c'est ce qu'elle disait à monsieur, c'est ce qu'elle disait aux enfants. Un travail important, un travail qu'il appelait chaque jour, sans exception. Mais moi, je voyais les détails, son parfum. Ce parfum coûteux qui coûtait plus cher que mon salaire mensuel. Elle le mettait à septembre du matin. Puis elle revenait à midi, et je le sentais différent, réapplique, comme si elle l'avait enlevé quelque part, puis l'avait remis juste avant de franchir la porte. Ses chaussures. Les chaussures de bureau noires, brillantes, faites pour le béton et l'air conditionné des immeubles étaient souvent sales. Pas sales comme si elle avait marché dans une rue ordinaire, non, il y avait de la terre, de l'herbe. Une saleté verte qui n'avait rien à voir avec les trottoirs de la ville et de la marmite. Chaque matin, elle préparait sa marmite des sandwichs, une salade, un fruit. À midi, elle rentrait et je voyais la marmite intacte. Pas un seul morceau mangé. Pas une miette qui manquait. J'ai essayé d'ignorer cela. J'ai vraiment essayé, ce n'était pas mon affaire. Je suis gouvernante, pas détective. Mais les détails m'enfonçaient plus profondément dans le mystère, comme des aiguilles qui perçant la peau lentement, sans qu'on s'en rende compte d'abord. Chaque petit mensonge, chaque petite contradiction. Le cartouche de stationnement qui n'appartenait pas à son entreprise. Les appels téléphoniques qu'elle refusait de prendre pendant la journée, je dois les ignorer. Disait-elle alors qu'elle était censée être au bureau avec un téléphone dans les mains. Les vêtements qu'elle changeait avant de rentrer, pas ses vêtements de bureau, mais quelque chose d'autre. Et puis, il y a eu ce jour. Ce jour où elle est revenue plus tôt, beaucoup plus tôt. Elle est entrée par la porte de derrière, pas celle de devant. Ses cheveux étaient humides. Pas mouillés comme après une douche. Mouillés comme après la pluie, ou comme après s'être baignée dans quelque chose. Elle m'a regardé, juste une seconde. Et j'ai vu quelque chose dans ses yeux, quelque chose que je n'avais jamais vu avant. De la peur, de la culpabilité, de la honte. Je croyais qu'elle allait au travail. Jusqu'au jour où j'ai découvert où elle allait vraiment. La maison était grande. Pas immensément grande, mais suffisamment grande pour qu'on puisse cacher des choses. 10 secrets. Des vies entières qui se déroulent à côté d'une autre vie, sans jamais vraiment se croiser. Monsieur et madame vivaient ici depuis 15 ans quand j'ai été engagée. Une belle demeure en banlieue, avec un jardin à l'arrière pas trop grand. Pas trop près d'une allée gravillonnée qui menait au garage. 3 enfants. 2 encore à l'école, une déjà adulte, mais qui revenait souvent. Madame était élégante, toujours. Ses robes jamais froissaient, ses cheveux toujours parfaits, son maquillage appliqué comme celui d'une princesse. Elle se réveillait avant monsieur bien avant et elle passait 2 heures à préparer sa journée. La douche, le maquillage. Les vêtements, le parfum. Je dois avoir l'air professionnel, disait-elle en me souriant chaque matin. Elle travaillait dans une grande compagnie, m'avait-on dit, quelque chose de management, quelque chose d'important. Elle partait à 7h30 et revenait à 18h. C'était sa routine très immuable, précise à moi. J'étais la gouvernante. Mon travail était de tenir la maison propre, de préparer les repas, de m'assurer que tout fonctionnait sans à-coups. Je voyais madame partir le matin, sa coche à la main. Expression grave sur le visage et j'haranguais la cuisine derrière elle, les miettes du petit déjeuner, les assiettes à laver. La poubelle à vider. Monsieur partait aussi, lui. Mais différemment lui, c'était un homme. Un vrai bosseur, disait-on, il travaillait dans la construction. Ses mains étaient toujours sales, ses vêtements toujours tachés. Il partait à 6h, revenait à 7h, épuisé, fatigué, avec cette odeur de poussière et de béton.
Leur monde ne se croisait que le soir. Et moi, je voyais tout. Je voyais madame partir avec sa sacoche, puis revenir avec un sourire étrange. Je voyais monsieur arriver irrité, fatigué, avec des regards qui se mettaient à glisser sur sa femme comme si elle devenait soudainement transparente. Les enfants remarquent et les tensions aussi. Le plus jeune demandait constamment « Maman est occupée ». Le plus vieux restait silencieux. Et la fille adulte, elle regardait sa mère avec une expression que je ne pouvais pas tout à fait saisir, de la pitié, de la déception. Les semaines passèrent. Smois. Les premières contradictions n'étaient que des ombres. Un détail un détail par là. Rien d'assez évident pour alarmer quelqu'un, mais j'accumule les détails, c'est mon métier. Chaque matin, je note comment madame se comportait. Chaque midi, je remarque ce qui manquait ou ce qui restait. Et puis, il y a eu ce jour où elle a oublié quelque chose dans la cuisine. Un cartouche de stationnement Blanet Blue. Pas les couleurs du parking souterrain de son entreprise. Non, celui-ci était différent. C'était écrit en haut « Parc naturel du lac bleu, entrée journalière, un parc naturel ». Pas un immeuble de bureau. Je l'ai regardé pendant 1 minute entière. J'ai senti mon cœur devenir lourd. J'étais sûre, à ce moment-là, que je savais où cela allait mener, une aventure, un amant. C'est toujours ça, non? C'est toujours un homme. Mais j'avais tort. Et ce jour où madame est revenue plus tôt, mouillée. Avec les cheveux dégoulinants et les yeux remplis de sécrets ce jour-là, tout a commencé à se fissurer. Cela a commencé par des petites choses. Les gouvernantes voient toujours les petites choses. C'est notre malédiction. Nous voyons ce que personne d'autre ne voit, et nous ne pouvons jamais faire semblant de ne pas voir. C'était un mardi. Un mardi ordinaire d'octobre. Les feuilles tombaient dehors, et j'étais occupée à trier le linge de madame. C'était une tâche que je faisais tous les 2 jours, ses vêtements étaient toujours impeccables, et elle les changeait souvent. Cela me fascinait, si je suis honnête. Elle avait des robes pour chaque occasion, chium à chaque mensonge. Je pliais ses vêtements de bureau ce jour-là. C'était un tailleur bleu marine avec des revers blancs quand j'ai remarqué quelque chose, une odeur, pas son parfum habituel. Quelque chose de plus sauvage. De la terre, de la pluie, de quelque chose qui n'avait pas de nom, je l'ai senti sur le tissu, c'était clair. Elle n'avait pas que porté ce tailleur au bureau. Elle l'avait porté ailleurs. Non, ce ne sont pas tes affaires, me suis-je dit, je suis gouvernante. Je dois nettoyer, arranger, disparaître. Je ne dois pas penser en mais j'ai pensé. 2 jours plus tard, je l'ai aperçue en train de se préparer le matin. Elle se regardait dans le miroir, et elle ajustait son maquillage avec une précision chirurgicale. Puis elle a mis le parfum, ce parfum coûteux, une généreuse application 2 fois. Puis 3 fois. Elle se sentait après chaque application, comme si elle vérifiait quelque chose. Madame a des rendez-vous importants aujourd'hui. Demandai innocente. Elle m'a regardé dans le miroir, une fraction de seconde trop longtemps, puis elle a souri. Juste une réunion importante, dit-elle. Tu sais comment c'est au travail. Je ne savais pas. Je ne travaillais pas au bureau, mais j'ai hoché la tête. Les gouvernantes ne posent pas de questions. Le problème, c'est que j'avais vu quelque chose dans son expression, un doute, une hésitation. Comme si elle devait se rappeler son mensonge avant de le dire. Comme si elle devait vérifier le scénario dans sa tête. Ce jour-là, elle est partie comme d'habitude. 7h30 la sacoche. L'expression grave, monsieur était déjà parti 1 heure avant, grognon et endormi. Vers midi, j'ai entendu la porte de garage s'ouvrir. Madame était de retour, elle rentrait à midi. C'était étrange. Elle ne revenait jamais avant 10 septembre. Je suis allée à la fenêtre discrètement. Elle sortait de la voiture avec quelque chose dans les mains. Une serviette, mouillée, elle l'a enroulée autour d'elle-même, comme si elle cachait quelque chose. Puis elle est entrée rapidement par la porte arrière. Je suis retournée à mon travail. Je ne devais pas avoir vu cela. Mais j'avais vu cela. Cet après-midi-là, avant qu'elle ne reparte, j'ai remarqué un détail.
Elle avait changé de vêtements. Les vêtements qu'elle portait la veille, le tailleur bleu avec l'odeur étrange, avaient disparu. Remplacés par une robe noire, comme si elle avait changé de peau et de sa marmite. J'ai vérifié sa marmite à 13 heures, comme d'habitude. Elle était intacte, pas une miette. Pas une goutte de sauce, rien, comme si elle ne l'avait jamais ouverte. Madame n'a pas faim. Demandai-je quand elle est repassée. Non, j'ai mangé ailleurs, Proviti. Avec des collègues. Tu sais, les réunions de travail, elle n'avait pas une goutte de nourriture sur elle, pas une miette, pas une tache. Les jours suivants, j'ai commencé à remarquer un pattern. Presque imperceptible, mais là, elle partait le matin avec sa sacoche. Elle revenait à midi, elle changeait de vêtements. Sa marmite restait intacte. Elle repartait ensuite, mais elle ne revenait jamais avant 17h30, 18h. Où allait-elle entre midi et 10 septembre? Et puis, une semaine plus tard, j'ai trouvé quelque chose. C'était dans le garage, sur le siège arrière de sa voiture. Un cartouche de stationnement blanc et bleu. Parc naturel du lac Bleu, entrée journalière, je l'ai tourné dans mes mains. Un parc naturel. Pourquoi madame irait-elle dans un parc naturel? Elle ne parlait jamais de la nature. Elle n'était jamais salie par la terre. Elle n'aimait pas les insectes. À moins que non. Je ne voulais pas penser à ça. Mais les pensées viennent toujours, même quand on ne les veut pas. J'ai remis le cartouche à sa place, exactement comme je l'avais trouvé. Je n'avais rien vu, je n'avais rien remarqué. C'est ce que j'ai essayé de me dire. Mais cette nuit-là, j'ai regardé madame à table. Elle mangeait à côté de monsieur. Ils ne se parlaient presque pas. Il y avait une tension dans l'air, quelque chose d'électrique, de dangereux. Monsieur là regardait avec des yeux qui ne voyaient pas vraiment, comme s'il regardait quelqu'un d'autre. Et madame, elle jouait avec sa nourriture, elle ne mangeait pas. Elle pensait à quelque chose, à quelqu'un. Les enfants restaient silencieux. Ils sentaient la attention aussi. Ce soir-là, j'ai entendu monsieur demander « Pourquoi tu rentres à midi maintenant ?» Madame a d'abord ne pas répondre, puis ça dit « J'ai besoin de me détendre. » C'est stressant, mon travail. Tu rentres aussi stressé que tu pars, dit monsieur. Je ne vois pas comment ça aide, madame ne répondit rien. Et moi, j'écoutais depuis la cuisine, en essayant de faire semblant que je ne écoutais pas. Les gouvernantes savent toujours. Nous savons toujours où vont les mensonges, comment ils se déploient, où ils cachent leurs cicatrices. Mais nous faisons semblant. Nous devons faire semblant, c'est notre travail. Les mensonges, je le découvris bientôt, ont des répercussions. Ils ne restent pas enfermés dans une chambre. Ils se propagent comme la moisissure, envahissant chaque coin de la maison, jusqu'à ce que tout sente le pourri, même si on ne sait pas encore où vient la source. Monsieur remarqua d'abord les changements. Ou plutôt, je remarquai qu'il remarquait. Son regard devint plus dur, plus accusateur. Il cessait de sourire à madame le matin. Il ne demandait plus de nouvelles de son travail le soir. Il mangeait en silence, regardant son assiette comme si elle contenait les réponses aux questions qu'il ne posait pas. « Comment était le travail, ma chère ?» demandait-il un jour avec un ton tellement froid qu'il gela l'air à table. « Occupé », répondait madame trop vite, très occupée. Les réunions, tu sais, monsieur hochait la tête sans conviction. Les enfants voyaient aussi. La plus jeune Théo, qui avait 12 ans, demandait constamment « Maman n'est au travail ?» avec une voix qui espérait presque un nom. La fille, Céline, qui avait 22 ans et vivait à la fac, revint au week-end et me demanda directement « Est-ce que maman est heureuse ?» Je ne savais pas comment répondre. Alors j'ai dit la seule chose que je savais « Je ne sais pas. » Mademoiselle, et elle m'a regardé avec une expression si triste que j'ai détourné les yeux. Entre-temps, madame continuait son manège. Partait le matin, revenait à midi. Changeait de vêtements, repartait, revenait à 6 heures du soir ou plus tard. Mais maintenant, je voyais d'autres détails. Des appels téléphoniques qu'elle ignorait pendant la journée. « Je dois l'ignorer », disait-elle quand monsieur demandait pourquoi elle ne répondait pas. C'est une personne de la fac qui m'ennuie, un mensonge sur un mensonge.
Elle changeait de plus en plus de vêtements. D'abord juste une fois par jour puis 2 fois. Bientôt, elle avait 4 ou 5 changements différents. Comme si elle vivait plusieurs vies. Une vie pour le matin, une vie pour midi. Une vie pour l'après-midi, une vie pour le soir. Chacune avec un uniforme différent. Et j'étais la seule qui savait. J'étais devenue le dépositaire de ses secrets. Monsieur aussi cherchait des réponses. Je l'ai entendu parler au téléphone une fois, pensant que personne ne l'écoutait. « Je ne sais pas ce qui se passe », dit-il à quelqu'un. « Elle n'est pas elle-même. Elle est Elzaweri, et lointaine. » L'autre personne répondait quelque chose, mais je ne pouvais pas entendre. « Non, je ne crois pas que ce soit un autre homme, » dit monsieur. « Ce serait plus simple si c'était ça. » Non, c'est quelque chose d'autre. Elle disparaît, littéralement. 1 heure par jour. Elle n'existe pas, 1 heure par jour. Ou peut-être plus. Peut-être qu'elle existait quelque part d'autre, et que ce qui restait ici n'était que la coquille. Je trouvais d'autres indices. Une note griffonnée, puis déchirée dans la corbeille de la salle de bain. Je l'ai reconstitué mentalement Judium Padbelasjam, le endroit habituel, une carte de crédit relevée avec une charge sans nom, je l'ai mémorisée. Même si je n'aurais pas dû, équipement sportif premium, 45 ou même madame ne faisait jamais de sport. Un jour, je trouvai quelque chose dans sa chambre. Un journal, un petit carnet rouge caché sous l'oreiller. Dis-les, au vertige, je sais que je ne devais pas et j'ai lu quelques lignes. J'ai besoin de prendre l'air. Je ne peux pas continuer à faire semblant que tout va bien. Hier, il m'a regardé comme si j'étais une inconnue. Peut-être que je suis une inconnue maintenant. Peut-être que j'ai toujours été une inconnue. Et plus bas, une ligne qui m'a glacé le sang de lui. Au moins, me comprend lui, il y avait un homme. Mais pas un amant, probablement. Ou peut-être que oui, mais un amant différent de celui que j'avais imaginé. Les tensions à table s'aggravèrent. Monsieur commença à poser des questions plus directes. « Pourquoi tu rentres à midi ?» Je t'ai dit. « J'ai besoin de détente. Où tu vas après ?»« Au travail. Où tu travailles exactement ?»« Tu le sais déjà. Non, apparemment. Je ne sais rien. » Et madame se levait de table, laissant son assiette presque intacte. C'était devant les enfants. Les tensions explosèrent un soir. Monsieur demanda directement. « Tu me trompes. » Madame devint blanche. Elle ne répondit pas immédiatement. Elle regarda monsieur, puis les enfants, puis moi comme si elle vérifiait qui écoutait, qui savait, qui pourrait la juger. « Non, » dit-elle enfin, mais sa voix tremblait. « Alors où tu vas ? Je te l'ai dit. Au travail, ce n'est pas vrai. J'ai appelé ton travail. Tu ne travailles pas là depuis 6 mois. » Le silence devint total. Même les enfants n'arrêtèrent de mâcher, c'est vrai. Des mains à madame, mais c'était une question pour elle-même, pas pour monsieur. Oui, c'est vrai. Alors où tu vas, Marie? Où diable tu vas? Madame s'élève. Je ne peux pas en parler maintenant, dit-elle. Tu peux. Tu vas parler, maintenant. Elle ne parla pas. Elle monta les escaliers et ferma sa chambre à clé. Et moi, j'étais restée dans la cuisine, voyant tout, sachant tout, ne pouvant rien dire. Cette nuit-là, monsieur dormit sur le canapé. Les jours suivants furent terribles. Personne ne se parlait. La maison était comme un fantôme, les gens traversaient les pièces sans vraiment n'exister. Madame restait souvent dans sa chambre. Monsieur travaillait plus longtemps, Revena et Titard. Les enfants parlaient moins, et madame continuait son rituel. Elle partait toujours le matin, revenait à midi. Changeait de vêtements, repartait, c'était comme si le conflit ne changeait rien. C'était comme si elle avait décidé que cette vie, la vie-ci, avec Monsière, avec les enfants, était moins importante que l'autre vie, cette autre vie qu'elle vivait le midi. Je décidai que je devais savoir. Ce que j'avais trouvé, le cartouche du parc, le journal, les appels ignorés, ce n'était pas assez. Dit Device voir. Je devais connaître la vérité entière, pas seulement ces fragments. C'était une décision dangereuse. Une gouvernante ne suit pas sa patronne. C'est une violation de confiance, de limite, de respect. Mais la confiance était déjà brisée, et le respect. Eh bien, qu'était-ce que le respect quand on voyait quelqu'un détruire sa propre vie,
Je décidai de la suivre, juste une fois, pour voir. Pour savoir, cela se passa un mercredi normal. Les enfants à l'école, monsieur au travail. Madame préparant son théâtre matinal, elle se prépara comme d'habitude la maquillage. Le parfum, les vêtements de bureau. Elle partit à septembre 30, sa sacoche à la main. Je l'observai depuis la fenêtre, elle monta dans sa voiture. Elle partit, puis j'enfilai mon manteau. Je savais où elle allait. Ou du moins, je savais vers où elle se dirigeait. Le parc naturel du lac Bleu, c'était à environ 15 kilomètres de la maison. Je pouvais y aller en bus. Pendant 10 septembre, j'avais regardé par la fenêtre. Aujourd'hui, je décidai de sortir. Le parc était magnifique. C'était mon premier choc. Je m'attendais à quelque chose de sombre, de secret. Mais c'était lumineux, c'était beau, de l'herbe verte. Des arbres anciens, un lac bleu qui reflétait le ciel. Je vis sa voiture dans le parking. Je me cachai derrière un buisson, c'était ridicule. Je le savais, mais j'étais hors de mon élément et j'attendis. Elle sortit de la voiture environ 10 minutes plus tard. Mais elle n'était pas seule, il y avait un homme. Un homme d'environ 60 ans, avec des cheveux gris et un sourire doux. Il lui prit la main, naturellement, comme s'ils avaient fait cela 1000 fois. Mon cœur s'arrêta. Un amant. C'était vraiment un amant. Mais ensuite, quelque chose d'étrange se passa. Il ne l'embrassa pas, il ne la serra pas contre lui. À la place, il regarda le lac avec elle, et elle posa sa tête sur son épaule. Ils marchèrent le long de l'eau. Ils ne se parlaient pas beaucoup. Ils écoutaient juste le bruit du vent dans les arbres et l'eau qui clapotait contre les rochers. Un moment, je vis madame pleurer, de vraies larmes. L'homme sortit un mouchoir et sécha ses joues. « C'est Hawkeye », dit-il. J'avais peu entendre depuis où j'étais caché. « C'est Hawkeye », donne madame secoua la tête. « Ce n'est pas Hawkeye », dit-elle. Je lui ai menti, j'ai menti à tout le monde, je sais, dit l'homme. Mais tu devais prendre soin de toi. Tu devais, je ne peux pas continuer comme ça, dit madame, alors tu dois parler à ta famille. Tu dois leur dire la vérité. Et s'ils me jugent, et s'ils ne me pardonnent pas? Peut-être qu'ils le feront, dit l'homme. Peut-être que tu seras surprise. Ils continuèrent à marcher. Et plus je les regardais, plus je réalisais quelque chose. Ce n'était pas une aventure romantique, c'était quelque chose de plus profond. C'était un guérisseur et un patient, un conseiller et quelqu'un en crise. C'était amour, mais pas celui que j'avais craint. Après 1 heure, ils se séparèrent. L'homme l'étreignit. Juste une étreinte. Puis il s'en alla. Madame resta un moment seule près du lac. Elle s'assit sur un banc. Elle regarda l'eau. Je me rendis compte que je ne me cachais pas pour la punir ou pour la juger. Je me cachais parce que j'avais besoin de comprendre. Parce que quelque chose en moi voulait savoir pourquoi quelqu'un risquerait tant pour ça. Ce soir-là, je revins à la maison avant elle. Je l'attendis dans la cuisine. Quand elle rentra avec la même sacoche, les mêmes vêtements, la même imanxan que je fis quelque chose que je n'avais jamais fait en 10 septembre. Je parlais, madame, dis-je. Je dois vous dire quelque chose, elle devint blanche. Elle savait que j'avais découvert, peut-être que je l'avais toujours su. Peut-être que j'avais toujours su qu'elle me savait sachant. Vous allez me renvoyer, demanda-t-elle. Non, répondis-je. Je vais vous demander la vérité. Et puis, pour la première fois en 10 septembre, madame y fondla. Elle s'assit à la table de la cuisine et elle pleura. De vraies larmes. Des larmes qui venaient de quelque part très profond. Je ne travaille pas. Commença-t-elle, dis-je. J'ai perdu mon travail il y a 6 mois. Ils m'ont dit que j'étais trop vieille, que je n'étais pas assez productif, que je devais me trouver un endroit ailleurs. Je écoutais. J'avais honte, continua-t-elle. Je ne pouvais pas le dire à mon mari, il travaille si dur. Et moi, qu'ai-je fait? J'ai échoué. J'ai juste échoué. Elle pleura plus fort. Alors j'ai commencé à aller au parc. C'est là que j'ai rencontré cet homme, docteur Laurent. Il était là un jour, et nous avons parlé, et il m'a entendu.
Vraiment entendu. Il m'a dit que ce qui m'était arrivé n'était pas de ma faute, que je n'étais pas un échec, que j'avais juste besoin de respirer. Elle s'arrêta pour respirer. Il m'a aidé à comprendre que j'avais une dépression. Qu'avoir 60 ans et perdre mon travail, cela brise quelque chose à l'intérieur de vous. Il m'a aidé, vraiment aidé. Et je ne pouvais pas le dire à ma famille parce que je ne pouvais pas leur dire que j'avais perdu mon travail. Je réalisais, à ce moment-là, que ce n'était pas de l'infidélité. C'était une femme qui se noyait et qui cherchait une main pour la sortir de l'eau. Qu'allez-vous faire maintenant? Demanda Heidi. Elle regarda Véro. Je ne sais pas, dit-elle. Peut-être que je dois finalement dire la vérité. Ce qui se passa après, ce fut inévitable. Et désastreux, et necessary. Ce soir-là, monsieur revint du travail fatigué, comme toujours. Il entra dans la cuisine avec cette expression de quelqu'un qui ne veut voir personne. Il y a une tension électrique dans la maison, les enfants le sentaient. Moi, je la sentais. Madame la sentait. Elle était assise à la table. Elle ne m'avait pas demandé de partir. Elle voulait que je sois là, je pense. Peut-être parce qu'elle savait que j'avais découvert. Peut-être parce qu'elle voulait un témoin pour ce qui allait se passer. Il faut qu'on parle, dit madame à monsieur. Il s'arrêta, il posa son sac. Il regarda sa femme comme s'il se demandait enfin qui elle était vraiment, oui, dit-il. Enfin, et puis madame expliqua. Elle expliqua qu'elle n'avait pas travaillé pendant 6 mois. Elle expliqua pourquoi elle avait menti, la honte, la peur de le décevoir, l'impression que sa vie s'effondrait. Elle expliqua les Rendes au parc, le docteur Laurent, la dépression qui l'avait saisie sans avertissement. Monsieur écouta en silence. Quand elle termina, il ne dit rien pendant longtemps. Il regarda vers le fenêtre, comme s'il regardait l'except année de mariage qui disparaissait sous ses yeux. « Pourquoi tu ne m'as pas dit ?» demanda-t-il finalement. « Parce que j'avais peur de quoi? Que je te quitterais? Que je te jugerais? Oui, dit madame. Et tu pensais que les mensonges allaient mieux? Non, je pensais qu'il me sauvât. Monsieur se leva. Il tourna le dos à sa femme. Je vais dormir ailleurs, dit-il. Je ne sais pas ce que tu veux que je fasse. Marie, je ne sais pas comment on revient de ça. Il monta les escaliers. Et madame s'effondra à nouveau à la table. Mais cette fois, c'était pire. C'était le genre de pleurs qui vous brise le cœur pour regarder. Je restai dans la cuisine. Je préparai un thé. Je m'assis à côté d'elle. Sansrindia. C'est tout ce que j'avais à offrir, une présence. Une silencieuse présence. Les jours suivants furent chaos. Les enfants remarquèrent immédiatement. Théo demanda, avec la candeur des enfants, est-ce que maman et papa vont divorcer? Je ne sais pas, petit, répondis-je. Céline revint à la maison. Elle avait entendu monsieur au téléphone, les yeux rouges, la voix cassée parlant de sa femme, de mensonges, de dépression. Elle entra dans ma cuisine, l'espace où je me sentais chez moi. Après toutes ces années, elle s'effondra sur une chaise. « C'est vrai ?» demanda-t-elle. « Maman a une dépression. » « Oui, dis-je simplement, et personne n'a dit. Personne n'a aidé. Non, quelqu'un n'a aidé. Un docteur qu'elle a rencontré au parc. Oui, donc Céline mit sa tête dans ses mains. Elle aurait pu nous le dire, dit-elle. Nous aurions pu l'aider, peut-être qu'elle croyait qu'elle ne pouvait pas, répondis-je. Et pendant 2 semaines, la maison demeura fractionnée. Monsieur dormait sur le canapé. Madame se cachait dans sa chambre. Les enfants parlaient en whisper. Et moi, j'étais le ciment qui tenait la maison debout, en préparant des repas que personne n'avait envie de manger, en nettoyant des salles vides de vie. Mais puis, quelque chose changea. Monsieur demanda à madame de lui parler. Pas à la table de la cuisine, mais dans la chambre, en privé. Je ne pouvais pas entendre ce qui fut dit, mais il y avait des voix longues, sérieuses, mais sans colère. Après 3 heures, monsieur sortit. Ses yeux étaient rouges. Mais quelque chose en lui avait changé, quelque chose s'était libéré. « Je suis désolé », dit-il simplement quand il me vit. Je ne savais pas ce qu'il était désolé. D'avoir ignoré que sa femme se noyait. D'avoir supposé le pire. De n'avoir pas vu. Le lendemain,
Monsieur offrit à madame un coup de téléphone, à docteur Laurent. Je crois que j'ai aussi besoin de parler, dit-il. Et c'est ainsi que commença la guérison. Pas rapide et pas facile, mais cela commença. Madame trouva un nouvel emploi, quelque chose de plus petit, mais quelque chose qu'elle aimait. Elle continue à avoir docteur Laurent. Monsieur aussi commença à avoir un thérapeute pour gérer sa propre douleur, la douleur d'avoir été exclu, d'avoir été menti. Les enfants remarquèrent lentement que la maison revenait à la vie. Et moi, j'appris quelque chose de profond. Les gouvernantes voient tout. Nous voyons les mensonges, les fissures, les secrets. Nous voyons les gens à leurs moments les plus vrais quand ils se réveillent le matin, quand ils rentrent fatigués le soir, quand ils pensent que personne n'est là pour les observer. Nous voyons comment les gens se brisent. Et nous voyons comment ils se réparent, si on leur en donne la chance. Pendant 10 septembre, j'avais pensé que mon travail était de nettoyer, de ranger, de disparaître. Mais mon vrai travail, je l'ai appris, c'était de témoigner, de voir avec compassion, de comprendre que derrière chaque mensonge se cache quelqu'un qui n'était pas assez fort pour dire la vérité. Une semaine après la révélation, madame m'a appelée dans la chambre. Elle s'assit sur le lit et elle me prit les mains. « Je sais que tu savais, dit-elle. Je sais que tu m'as suivi ce mercredi. Et je sais que tu aurais pu me rapporter à monsieur, au Mirinvoyer ou faire beaucoup de choses. Oui, admis-je. Pourquoi tu ne l'as pas fait? Je devais penser à cela. Pourquoi avais-je choisi de lui donner une chance au lieu de la détruire? Parce que, dis-je lentement, j'ai vu quelque chose dans le parc ce jour-là. J'ai vu quelqu'une qui se noyait. Et je ne pouvais pas la regarder couler sans essayer d'aider madame Ipleola. Merci, dit-elle. Et pour la première fois en 6 mois, elle sourit. Vraiment sourit. Après cela, les choses changèrent dans la maison. Pas parfaitement. Les familles ne guérissent jamais parfaitement. Monsieur et madame eurent encore des disputes. Les enfants continuèrent à se battre. La vie continua avec tous ces petits drames ordinaires, mais quelque chose de fondamental s'était shifté. Madame n'avait plus à porter cette double vie. Elle était une femme simple, honnête, brisée en quelques endroits, mais vivante, vraiment vivante. Monsieur apprit à écouter, à voir sa femme non pas comme quelqu'une qui l'avait trahi, mais comme quelqu'une qui avait eu peur de le perdre si elle montrait sa vulnérabilité. Cela le changea. Les enfants virent que la perfection était une mensonge, et qu'il avait dit même la vérité difficile était plus précieuse que le spectacle. Et moi, j'appris que les gouvernantes ne sont jamais juste des gouvernantes. Nous sommes les gardiennes de secrets. Les témoins de vie. Les témoins silencieuses de la façon dont les gens se battent pour être vrais dans un monde qui exige qu'ils soient parfaits. Je suis restée dans cette maison pour 4 autres années après cela. Puis madame me dit qu'elle voulait que je prenne ma retraite. Pas parce qu'elle voulait me renvoyer, mais parce qu'elle voulait que je sois libre. Tu m'as aidé quand j'étais perdue, dit-elle. Maintenant, je veux t'aider à être libre. J'acceptais. Mais les images restent, les détails que j'ai remarqués, les mensonges que j'ai observés, le moment au lac quand j'ai vu cette femme enfin trouver un moment de paix. Et je pense souvent à cela, dans une maison, personne ne cache jamais la vérité très longtemps. Elle s'échappe, elle s'écoule sous les portes fermées. Elle laisse des traces, une odeur de terre, une marmite intacte, un cartouche de stationnement caché. Le mensonge a une forme, une couleur, une odeur. Et les gouvernantes, nous voyons tout. Mais parfois, à travers tout ce que nous voyons, nous apprenons que ce n'est pas notre travail de juger. C'est notre travail d'être témoin avec compassion. J'ai vu le secret de madame. Ed Lavo, j'ai appris que certains secrets ne sont pas des mensonges, ils sont des cris d'aide. Madame ne mentait pas pour tromper. Elle mentait pour survivre. Et je suis heureuse de lui avoir donné la chance de vivre. Maintenant, je suis à la retraite. Je passe mes jours à regarder par d'autres fenêtres. Et je vois partout la même chose, des gens qui meurent d'envie de dire la vérité. J'espère qu'ils trouvent quelqu'un pour les écouter, comme je l'ai fait pour elle.